J'ai aussi donc entendu au niveau de ce handy streaming Koen dire qu'il fallait plus travailler sur les matières dures. Si les prix des logements continuent à augmenter, ça n'ira pas. Et si les employeurs ne sont pas prêts à engager les personnes avec un handicap. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur dans le secteur. Est-ce qu'on pourra, si on agit là-dessus, avoir plus d'impact? Moi aussi, j'ai une première pour vous. La semaine prochaine, on va publier notre rapport bisannuel sur la durabilité et la misère. Il y aura aussi la conférence ministérielle sur le thème de la misère et du développement durable. Je pense qu'ici, je peux lancer un appel à plus de collaboration interfédérale. Il faut qu'on s'organise aussi, bien évidemment. Alors, on parle aussi des inégalités existantes dans le rapport, donc l'accès logement correct, ça c'est un des exemples, mais on parle aussi du travail, de la mobilité, et on constate parmi les groupes qui vivent dans la misère qu'ils se heurtent sans cesse à des inégalités. Il faut donc travailler sur la durabilité, également en ce qui concerne les thèmes d'aujourd'hui. Donc il est vraiment très important de faire quelque chose par rapport à ces inégalités. Je voudrais poser la même question. J'avais promis que je revenais vers vous aussi, André Alexandre, sur l'impact que vous avez, et c'est cet nécessaire impact sur les matières plus dures, dites plus dures de la société, logement, travail et autres. Est-ce que vous avez de l'impact avec vos collègues sur ces matières-là? De l'impact. En fait, la question tourne effectivement, et on l'a vu dans les études, sur le caractère multidimensionnel du handicap, de l'exclusion qui est vécue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne ne peut le résoudre de son côté. Quand nous travaillons sur les allocations, j'ai entendu la question, par exemple, de l'accès et du remboursement des soins de santé, la question du permis de conduire. En fait, ce n'est pas chez nous. Nous sommes tous fragmentés. Et il faut vraiment se rendre compte que derrière ce que nous évoquons, nous avons un problème systémique qui est la spécialisation. La spécialisation de l'éducation, la spécialisation de tous les acteurs. Qu'est-ce que ça traduit, cette spécialisation? Ça veut dire que lorsque nous sommes confrontés à des situations où les personnes veulent qu'on traite leurs problèmes globalement, nous sommes obligés de les envoyer à 100 guichets différents. C'est ça la spécialisation. Donc si on ne remet pas en cause, évidemment, la spécialisation qui est de plus en plus accrue dans la sécurité sociale, vous avez les spécialistes de l'assurance maladie, les spécialistes des maladies professionnelles, et j'en passe. Repensez le modèle en disant c'est parce que vous voyez le détail que vous ne voyez plus l'humain. Repensons de façon de penser. Est-ce que nous travaillons de notre point de vue? Est-ce que je suis là pour parler des allocations? Si je prends cette perspective, je ne vais pas me préoccuper du logement. Ce n'est pas mon problème. Allez voir ailleurs. Est-ce qu'on ne peut pas se reposer la question? Notre façon de penser, n'est-on pas là au service des gens? Et ne pas défendre nos institutions, mais réfléchir du point de vue du citoyen. C'est ça qui est en cause. Je pense que la conférence interministérielle n'est qu'un produit. Le système et les façons de penser qui est nous réfléchissons de façon fragmentée aux problèmes des citoyens doit, à mon avis, être la cause essentielle, effectivement, de cette façon de penser. Parce que, encore une fois, si nous étions confrontés uniquement à des problèmes techniques, ce serait simple. Ces absurdités, j'ai bien aimé le cas qui a été évoqué tout à l'heure sur l'emploi et le handicap. Si c'était simplement un problème de paramètres de la législation, ce serait assez simple. Je pense que derrière, il y a une façon de penser qui nous dit beaucoup sur ce qu'on entend par personne handicapée et aussi ce qu'on entend par travail. Travail, non-travail, handicap, non-handicap, ce sont des choses, effectivement, qui sont à la cause même des législations que nous avons. Si on ne les remet pas en cause, je pense que vous attaquez toujours au niveau des symptômes. Donc la coopération avec les différentes institutions, et on y est très attaché, notamment pourquoi? Parce que tous les jours, mes collègues ici, lorsqu'on nous téléphone, qui nous téléphone? Les travailleurs sociaux, des CPS, des mutuelles, des agences. On la voit effectivement au quotidien. On ne peut pas résoudre et aider les gens tout seuls. C'est impossible. Alexandre, avant de revenir vers Olivier et Peter pour une réaction,
vous ressentez la même chose et vous ressentez... Et vous, à partir de la pauvreté, vous avez certainement une expérience à ce moment d'aller toquer à tous les portes. On voit un petit peu le même phénomène, et c'est lié aussi à la réalité institutionnelle de notre État. On a une partie des compétences qui se retrouvent au niveau fédéral, on a des compétences qui se retrouvent au niveau des communautés, on a des compétences qui se retrouvent au niveau des régions. Tout le monde ici met en avant le fait que pour résoudre la problématique du handicap, il faut pouvoir s'attaquer aux différents maillons de la chaîne. Le logement, la santé, l'accès au travail. Si on veut avoir une politique cohérente, ça signifie qu'il faut que tous les niveaux de pouvoir se concertent entre eux. Tous les niveaux de pouvoir vous diront qu'effectivement, ils sont favorables à une concertation. Ce que je constate, c'est que dans cette législature, il n'y a pas eu de conférence interministérielle sur le handicap. On a vécu exactement la même chose en matière de lutte contre la pauvreté. On se retrouve dans une situation où les différents niveaux de pouvoir ont des plans de lutte contre la pauvreté. Les communautés ont leur plan de lutte contre la pauvreté, les régions ont leur plan de lutte contre la pauvreté, le fédéral a son plan de lutte contre la pauvreté, la commune a un plan de lutte contre la pauvreté, mais il n'y a pas de plan pour l'ensemble de la société, avec les différents volets. Et si on n'a pas de conférence interministérielle qui permet aux différents ministres de définir ensemble les objectifs, on parlait tout à l'heure d'une société qui doit être beaucoup plus orientée vers l'inclusion sociale. L'inclusion sociale, ça veut dire qu'à tous les échelons de la société, il faut qu'on se pose la question comment est-ce que je vais adapter l'accueil des personnes handicapées de manière à ce qu'ils puissent exercer leurs droits. Et donc, ça nécessite nécessairement une véritable coordination. Merci. Olivier, vous avez envie de réagir? J'ai envie de réagir, justement. Vous avez totalement raison, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des moyens, ce n'est pas qu'il n'y a pas l'envie, c'est que le problème, on ne donne pas les moyens forcément aux acteurs. Je m'explique. J'ai eu le médecin de la sécurité sociale, très gentil, il a dit expliquez-moi ce que vous avez. Je lui ai posé la question, est-ce que vous avez vu mon dossier? Il m'a dit, excusez-moi, mais vous avez vu la pile de dossiers que j'ai? Je dois partir de critères. Ce qui veut dire qu'on ne laisse pas le temps, forcément, même aux acteurs, de faire le travail. Voilà, je ne peux pas vouloir au médecin conseil, parce que c'est vrai, quand je vois la pile et quand je vois le nombre de personnes derrière moi, c'est plus facile de demander au patient, expliquez-moi ce que vous avez, parce que votre maladie, je ne la connais pas. Moi, je suis interloqué et je suis tout à fait d'accord en disant qu'il faudrait aussi mettre les moyens aux acteurs. Peter, jij wil ook reageren? Peter, tu veux aussi réagir? Bon, en fait, on parle de misère et on parle de handicap, mais les avantages sociaux que nous avons posent parfois un problème, mais quoi qu'il en soit, ils doivent être majorés automatiquement, ce qui n'est pas le cas pour le moment. C'est toujours toute une histoire quand on veut les obtenir, quand on veut y avoir droit. Mais il faut aussi qu'ils soient plus accessibles. Plus accessibles et accessibles à plus de personnes. Par exemple, moi j'ai 9 points. Alors, je dois faire attention au plafond, pour commencer. Mais pour le reste, ce n'est pas évident. Alors, je n'ai pas tous les éléments en main pour lutter contre la misère. Vous avez parlé du logement. Oh, c'est ce qu'on a dit, c'est tout ce qui est difficile, aussi l'accueil des enfants, le logement. Tout augmente, tandis que les allocations ne suivent pas. Oui, c'est ça, vous avez raison. Alors, je propose de revenir une dernière fois, mais ce sera bien la dernière, vers M. Slido. Donc, le coût du logement, le coût de la vie, la relation avec les différentes allocations. En fait, donc, il y a différentes questions de façon sous-jacente. On dit également, voilà, on ne retrouve plus le chemin. C'est trop complexe. Tout le monde a sa propre spécialisation au niveau régional, fédéral, etc., communautaire.
Comment est-ce qu'on peut y remédier? Oui. Monsieur Kuhn, je reviens vers vous. Comment réagir? Bon, cette complexité de notre pays, on doit encore arrêter cette complexité quand on va parler en fait d'une politique tout court. Bon, je ne vais pas me prononcer au niveau politique de la meilleure façon. Vos collègues ont déjà fait des parents avant, donc vous aussi. Je reviens à l'aspect du logement. Si quelque chose a changé les derniers 10 à 15 années avec un impact pour tout le monde, alors ce sont les prix qui n'augmentent que sur le marché locatif et le marché d'achat. Moi, j'ai eu de la chance que j'ai pu acheter une maison grâce à mes parents. Donc là, il y a vraiment cet effet qui se renforce de plus en plus. En ce qui concerne mon revenu, bon, mon revenu n'est pas déterminant, mais c'est le revenu de mes parents et eux, ils ont hérité en fait également quelque chose de leurs parents. Donc, il faut parler des faits. Les faits sont comme ça. Il faut mener une réflexion fondamentale par rapport à cela. Pourquoi est-ce important pour ce public ciblé-ci? C'est parce que quand on va regarder les budgets référentiels, de quoi a besoin quelqu'un pour mener une vie digne, si on a un logement social, alors on a besoin de 200 à 300 euros en moins. Donc, par mois, je parle par mois, donc multiplié par 12, c'est 3 200. Donc, si on n'a pas ça, d'où est-ce qu'on va sortir ce montant? Donc, on a différents niveaux d'ambition dans les différentes régions. Et on voit qu'il y a une ambition prudente en Flandre. À Bruxelles, il y a plus d'ambition. Je ne connais pas tellement la situation wallonne, mais globalement vu, cela reste réduit par rapport aux autres pays. Alors, on peut faire deux choses, ou bien c'est la construction massive de nouveaux logements et d'avoir un système de subventions locatives, ou bien on essaye de faire quelque chose au niveau des impôts sur l'héritage, mais on n'ose pas parler de ça, mais là, il y a quand même des questions donc, à aborder. Je peux m'imaginer que pour l'instant, on ne va pas encore parler de cet impôt sur l'héritage, mais il y a encore de plus en plus d'attention au niveau de l'inégalité. Mais apparemment, en ce moment-ci, ce n'est pas discutable. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire des logements sociaux, des subventions locatives, etc. Et je crois qu'en ce moment-ci, on ne fait pas encore assez de pas en avant. Et en ce moment-là, donc, on a des discussions très bizarres concernant la pénurie, à qui donner la priorité aux gens qui ont un handicap, les grandes familles, etc. Donc, on met en concurrence les différents groupes de la société. Et là, il faut vraiment du courage politique. Très concrètement, je clôture par là, on a également fait des études qualitatives parmi les gens qui ont un handicap. Il y a une différence nette entre les gens qui ont un propre immeuble et ceux qui se trouvent sur le marché locatif. Et alors, je ne parle pas encore des personnes qui restent vivre chez leurs parents parce que, voilà, ils sont comptés dans le ménage de leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas, en fait, s'émanciper. Donc là, il y a des chiffres qu'on ne voit pas dans les statistiques. On doit continuer à marteler cette situation. Je crois que le logement peut être le paradigme pour les 10 ans à venir quand on parle de la sécurité. Je vais introduire encore deux thématiques et puis on finalise. Parce qu'à côté de toutes ces allocations, de ces aides qui existent quand même et qui sont mises à la disposition, il y a un phénomène qui est appelé le non-recours, le non-take-up, qui reste quand même assez étonnant. Qu'il y a des gens qui ont droit, qui n'y accèdent pas. Gisèle ? Oui, et je pense que donc il y a de nouveau la réponse n'est pas simple, mais
les difficultés administratives, la complexité font qu'à un moment donné, des gens lâchent prise. Et un lâche prise en disant « je ne comprends pas, je ne sais pas le faire, je n'ose pas le faire », n'ont pas compris. Et donc, passe à côté de quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'on évoque souvent tout l'enjeu de l'accès à Internet. À la fois, toutes les personnes en situation de handicap, toutes les familles avec un enfant handicapé n'ont pas nécessairement Internet. Et quand ils l'ont, ils ne savent pas nécessairement le manipuler correctement. Et troisièmement, les explications que l'on donne concernant les droits, les avantages, etc., eh bien, ce n'est pas accessible, compréhensible facilement pour tout le monde. Et donc, on a une série de personnes qui passent à côté. Il ne faut pas oublier non plus que, et je fais un lien avec ce que André Gubers disait, en fait, aujourd'hui, quand on s'adresse à un service, on aura une réponse de cette compétence-là, mais on n'aura pas les informations pour l'ensemble des autres droits. Et donc, effectivement, on va faire chapelle à 36 endroits. Les gens, se fatiguent, n'ont pas nécessairement les moyens. Nous sommes quand même dans l'enjeu... Enfin, on est dans des situations de pauvreté. Il faut pouvoir se déplacer. Quand on a 910 € par mois et 200 ou 300 € d'allocation d'intégration, on ne court pas sur les chemins tous les jours avec sa bagnole. Hein. Et donc... Alors, les transports en commun, ça coûte aussi de l'argent et en plus, ils ne sont pas accessibles. Et donc, voilà une série d'éléments qui font que des gens passent à côté. Je me souviens, en tous les cas, comme association de personnes handicapées, nous avons fait une enquête auprès des gens qui nous contactaient. Mais évidemment, j'ai envie de dire, avec un peu de prétention, en essayant d'être professionnel, évidemment qu'on a garanti l'anonymat. Je n'ai jamais eu aussi difficile professionnellement à lire et à réaliser qu'aux questions que nous avions posées, nous constations qu'au moins 30% des personnes qui nous avaient répondu, en fait, de ce qu'elles nous disaient, nous donnaient comme élément, nous constations dans les faits que c'était des personnes qui avaient des droits et qui ne les avaient pas activés. Donc aussi, un élément, c'est l'automatisation des droits. Et je terminerai par un dernier aspect, qui est sans doute, qui n'est pas du théorique, mais vous l'avez entendu au travers de toutes les interventions. Il y a un manque de coordination et il y a le fait aussi que nous avons relevé pendant des années de secrétaires d'État. Je n'ai pas dit qu'ils ont fait mal leur boulot, je dis que ce sont des responsabilités politiques qui n'ont pas le niveau requis. Le handicap, il est transversal. Eh bien, le handicap, il doit relever à minima d'un vice-premier ministre. Il faut reconnaître les choses. À partir du moment où, il y a 1 an et demi, un vice-premier ministre a eu la charge du handicap, on peut avoir la couleur qu'on veut, je m'en fous, et je le dis assez platement. Mais en tous les cas, on a vu une différence. Parce que ça veut dire que tous les dossiers passaient dans ses mains. Et cela veut dire qu'à partir du moment où il a le handicap dans ses compétences, il doit être attentif à ce que toutes les législations prennent en compte le champ du handicap. Et ça peut changer la donne. Ce n'est pas théorique. Ça veut dire qu'on peut changer l'approche des législations, je vais le dire avec un peu de boutade. Peut-être que certains domaines de politique ne concerneraient pas le handicap, par exemple la défense nationale, et encore, j'en suis pas certaine. Mais tous les autres champs politiques concernent le handicap. Les personnes handicapées sont concernées. Donc si chaque fois, vous avez parlé d'handi-streaming. Le handi-streaming, ça a été 0. On a demandé au ministre de rentrer un plan avec 2 actions. Nous n'avons pas osé le rendre public. En plus, on s'était engagé à être discret, mais c'était à pleurer. C'était à pleurer. Ils n'avaient rien compris. Et on leur demandait 2 petites actions. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut, en fait, ne parlons pas du test Kafka. Demandons à ce que chaque ministre, lorsqu'il a une mesure à élaborer, il envisage sérieusement de prendre en considération les personnes handicapées. Sont-elles concernées? Et qu'est-ce que je dois faire pour qu'elles le soient?
j'y reviens. Olivier, au début de l'exposé de Gisèle, vous... Oui. Non, je pense que c'est très bien dit, c'est vraiment ça. J'ai une conclusion, mais à la fin, plus humoristique. Oui, alors je me tourne vers vous, André, parce qu'on m'a dit, que vous avez un peu de difficulté avec cette notion de non-recours. Juste mes informations? Ah oui, vos informations sont erronées. Ah. Je n'ai pas de difficulté, c'est un vrai problème, effectivement. Problème qui tient effectivement au fait que moi, je le vois tous les jours. Vous savez, je suis en dehors de mon travail, je suis en contact avec des familles de handicap tous les jours dans d'autres cadres. Et je suis toujours frappé par cette difficulté, effectivement, qu'ont les personnes à accéder à leurs droits liés aux questions sociales. Mais je pense que Koen a expliqué aussi à quel point la procédure est stigmatisante et difficile, et à quel point elle est longue et compliquée, et à quel point les personnes nous disent, en fait, on ne doit pas simplement se battre contre votre handicap, on doit se battre contre vous-même. Ce qui est très difficile, parce que pour nous, évidemment, et la plupart des gens avec qui je travaille, ils travaillent très dur, hein, ils sont motivés, ils ont la conscience sociale de les aider, et entendre, évidemment, mais vous êtes mon problème, c'est très difficile à comprendre, et je pense que c'est lié au fait qu'on est effectivement dans un système où l'exemple de mon collègue médecin, vous l'avez bien dit en fait. En fait, quand vous êtes confronté à cette masse de travail qui s'abat sur vous, qu'est-ce que vous faites? Vous standardisez, vous essayez effectivement que cette charge de travail devienne pour vous gérable, et en fait, vous renvoyez le problème chez les personnes, puisque c'est à elles effectivement de s'adapter à votre charge de travail. Vous voyez à quel point ce n'est pas des mauvaises intentions, il y a des bons, il y a des mauvais, mais à quel point, effectivement, on est dans des systèmes compliqués. Alors, c'est une réflexion vraiment qu'on a en interne, en tout cas chez nous, en tout cas, sur cette façon, effectivement, de remettre en cause cette standardisation, ces formulaires que personne ne comprend. Hein. Tous les gens nous... Mais pourquoi fait-on ces formulaires? Pas pour ennuyer les gens, parce qu'on veut aller plus vite. Et cette difficulté, vraiment, qu'on a dans le social, de tenir compte, effectivement, du fait que vous devez, en fait, individualiser. Il n'y a pas deux personnes qui sont les mêmes. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui est une chose où je pense que là, nous avons quand même de l'impact dans la culture et les façons que nous pouvons mettre en place dans nos organisations pour qu'elles soient plus humaines et plus tournées vers le citoyen. Merci. Olivier, 2 mots. Oui, vous avez raison, mais pour vous rassurer, vous n'êtes pas le seul. Ce n'est pas que la sécurité sociale. Je reviens sur l'UNIA parce que j'ai un dossier à l'UNIA. Ça fait 1 an et demi. J'attends toujours. Merci. Voilà, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Merci. En guise de conclusion, j'ai une idée et que je vais vous soumettre. Et d'abord à Lise, et puis à vous tous si vous avez envie de réagir. Quand j'ai lu le livre, quand je vous écoute, il me vient une idée qui est la suivante. C'est de dire, à partir de ce jour-ci, et c'est relayé par les administrations, dire on demande une conférence interministérielle d'urgence sur la situation de personnes en handicap et pauvreté. Mais on demande à cette journée-là, à cette conférence-là, de le faire assister par des personnes en situation de handicap. Pour qu'au moins les deux se parlent et se concrétisent au niveau des conséquences et des mesures. Est-ce que ça, Lise, vous semble une bonne idée qu'à partir des 3 représentants administrations qui sont ici, qui peuvent prendre le relais pour dire, à partir de cette journée ou matinée d'études, on revendique une convocation d'une conférence interministérielle au plus vite et en présence des associations de personnes en situation de handicap. Lise. À mon avis, c'est une idée excellente parce qu'il y a différents groupes cibles, différents groupes vulnérables. Quand on va parler de cette problématique et quand on ne va pas impliquer les personnes, alors comment décider des situations dont vous n'avez pas une expérience personnelle, hein, lorsqu'il n'y a pas d'expert du vécu,
Alors, on va prendre des décisions, mais on ne sait pas si ces décisions sont positives. Donc, il faut vraiment impliquer les experts du vécu. Dus goed idee voor Lies. Olivier, bonne idée. Oui, c'est une très bonne idée de un petit peu montrer qu'on est là aussi, mais en face, pas seulement par le biais d'une conférence, mais vraiment être en face et qu'ils voient qu'on est là en fait. En Peter? Moi aussi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est clair, mais je crains que les priorités au sommet ne seront pas les mêmes que les nôtres. Alors, il me reste deux choses. Un, c'est de soumettre notre décision presque à l'unanimité, parce que vous l'avez demandé là tantôt, déjà, cette conférence, de le proposer à Peter Samen en guise de conclusion. Est-ce que vous prenez cette conclusion avec vous? Et deux, à vous remercier tous et toutes.